That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film qui sort le 11 mai, un film marocain qui s'intitule Les femmes du pavillon J. On va expliquer dans quelques minutes ce que c'est le pavillon J. C'est un film réalisé par Mohamed Nadif. L'attaché de presse de ce film est Thierry Vidot, et d'ailleurs je le remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et Mohamed Nadif est là aujourd'hui, et il s'avère qu'on va se tutoyer parce qu'on se connaît très bien. On se connaît depuis un certain temps. Je l'avais découvert, lui et son univers cinématographique, aux rencontres cinématographiques de Béjaïa en 2009. Je crois que c'était pour La Jeune Fille et l'Instit, qui est un des 3 courts-métrages qu'il a réalisé. Et ensuite, voilà, on a fait un petit bout de chemin ensemble, et je suis vraiment très content d'avoir de ces nouvelles, surtout via un film. Comment vas-tu, Mohamed? Très bien, je suis aussi ravi de pouvoir échanger avec toi autour de ce dernier long métrage. Ce dernier long métrage, tu as mis plus de 10 ans à le faire, entre Andalousie, mon amour, qui est le premier, qui est sorti officiellement, je crois, en 2011-2012, je crois, si je me trompe pas. Et celui-ci, il y a eu quand même plus d'une décennie qui s'est écoulée. Oui, ce n'est pas au niveau de l'écriture que ça a pris du temps, c'est au niveau du financement. Donc, j'ai dû retourner plusieurs fois devant la commission du Fonds d'aide au Maroc, parce qu'au début, je voulais rester au niveau du genre, je voulais rester dans Andalousie, mon amour. Donc, je voulais parler de choses graves, mais avec légèreté. Et je crois que ce choix-là, alors, soit je ne l'ai pas bien défendu, soit ça n'a pas été bien perçu par les membres de la commission. Donc, j'ai dû réécrire, et tout en gardant quelques scènes pour aérer le film. Donc voilà, c'est ce qui a pris. Après, j'ai essayé de pouvoir, contrairement à Andalousie, qui est un film qui était tourné dans l'urgence parce qu'on manquait de moyens, c'était un premier, je voulais pour celui-là pouvoir le tourner avec assez de temps, pouvoir avoir plus de temps avec les acteurs pour bien installer mes séquences, mais malheureusement, ça n'a pas été fait comme je voulais, et j'ai dû aussi travailler dans l'urgence dans ce film, mais je ne regrette rien parce que j'étais très, très bien entouré. Alors, avant qu'on parle de ce film, donc je rappelle dont je rappelle la sortie le 11 mai, je voudrais qu'on profiter de l'occasion que tu sois là, parce qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion, pour le coup, de discuter un peu de d'où tu venais cinématographiquement, cette image marquante dont je pose souvent la question à mes invités, et puis surtout ton parcours, parce que il faut savoir une chose, c'est que tu n'es pas que cinéaste, tu es surtout avant tout comédien. Ça, c'est important. D'ailleurs, tu joues dans le film Les femmes du pavillon J, mais tu joues aussi dans Andalousie, et puis tu as toujours joué dans tes films. Et donc, avant tout cela, je voudrais savoir, tout simplement, dès le départ, est-ce que tu aurais une image marquante, tu sais, une image liée à l'enfance, que ça peut être un extrait d'un film, ça peut être une peinture, ça peut être même quelque chose que tu aurais imaginé en écoutant de la chanson, ou un truc auquel tu aurais assisté et qui peut-être aurait un lien aujourd'hui avec ce que tu es devenu, à savoir acteur, scénariste, cinéaste? Oui, il y a un plan. Il y a un plan qui m'a marqué quand j'avais 6 ans. J'ai dû, pendant la fête du Ramadan, j'ai dû économiser. Tu sais, on donne de l'argent pendant la fête aux gamins, et j'ai dû économiser pour pouvoir aller à ma première séance dans une salle un peu chic à Casablanca. Et donc, c'est un de mes frères qui m'a ramené. Donc, j'ai dû payer et pour lui et pour moi. Et c'est un film hindou. Et ce qui m'a marqué, c'est un plan où on voyait le personnage principal et on voyait le temps passer. Il y avait derrière le personnage une fenêtre et un arbre. Et on voyait cet arbre se transformer. Il y avait un effet. Donc, on la voyait avec des feuilles et sans les feuilles.
Et il y a presque les 4 saisons qui sont passées sur ce plan-là, et ça m'a bluffé, ça m'a scotché, et depuis, j'ai jamais. Voilà, je voulais pouvoir un jour tourner ou raconter des histoires avec ce genre de plans ou des faits qui font rêver et qui font voyager dans le temps aussi. C'est marrant que tu me dises ça parce que il faut rappeler un peu que Les Femmes du Pavillon J, c'est ton second film. Le premier, c'est Andalousie, mon amour. Et Andalousie, mon amour, le scénario du film repose sur un subterfuge, sur quelque chose, si je me souviens bien. Et il y a aussi, en fait, si je me trompe pas, tu parles d'une chose quand même qui est assez grave, qui est tout simplement tous ces halagas ces personnes qui quittent leur pays par les mers pour aller ailleurs et qui brûlent, les halagas qui veut dire brûler, qui brûlent leur passeport. Et en fait, ces halagas-là pensent arriver en Espagne, je crois, si je me trompe pas, en Andalousie. Oui. Mais en fin de compte, ils sont pas en Espagne, ils sont ailleurs qu'en Espagne. Je crois qu'ils sont restés au Maroc. Ils sont restés au Maroc. C'est ça. Voilà. C'est basé sur une arnaque, oui. C'est ça. Et en fait, il y a tout ça. Voilà, il y a un territoire qui pense que c'est l'Espagne. Donc, le temps est suspendu. Il y a un lien comme ça aussi, peut-être avec ce rêve. Enfin, pardon, avec cette image marquante. Oui. Je crois que c'est ce qui m'a poussé aussi dans la comédie, parce que ça permet, avec quelques astuces, à se concentrer sur quelque chose pas de banal, mais de le grossir et de le rendre plus visible. Et c'est le cas pour Andalousie. Donc, c'est une arnaque qui rend cette affaire de traverser du sud vers le nord quelque chose de à la fois grave et à la fois ça résume le projet d'un Harra qui voit en l'Europe l'Eldorado, mais finalement, l'Eldorado, c'est chez lui. Il suffit qu'il travaille, il suffit qu'il fasse la même chose et que l'Eldorado peut être chez lui. Donc, c'était ça mon objectif. Mais voilà, dans Andalousie, il y a aussi d'autres références. Il y a Underground, il y a d'autres films qui se sont basés sur des arnaques comme ça. Oui. Je disais au début de l'émission que tu n'es pas que cinéaste, mais tu es aussi comédien. Et je voulais savoir ce que très, très vite, ça a été une évidence pour toi, à savoir que tu voulais en faire un métier, tu voulais que ça soit ta vie, le jeu. Ou alors, c'était plutôt faire des films, mais comme c'était plus compliqué, tu as commencé par l'art du jeu. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est goupillé tout ça, en fait? Au début, je ne voulais pas passer derrière caméra. Franchement, au début, j'ai décidé, quand j'étais au lycée, d'aller le plus loin possible pour faire du jeu d'acteur mon métier. Voilà, c'était un choix très tôt. J'étais très clair avec moi-même. Donc, après le bac, j'ai passé le concours de l'Institut supérieur d'art dramatique à Rabat, qui est l'équivalent du Conservatoire national à Paris. J'ai passé 4 ans et j'ai commencé à travailler. Bon, j'ai commencé à travailler, c'était difficile au début, donc j'ai créé une compagnie. Donc, j'ai commencé par le théâtre. J'ai créé une compagnie qui s'appelait Théâtre L'Autre Rive, où je montais mes créations en 2 versions, en arabe et en français, que je faisais tourner et en France et au Maroc, et ailleurs aussi. Et voilà, et c'était aussi l'occasion de travailler en tant qu'acteur, parce que je créais l'occasion pour me faire travailler et travailler mes amis ou des anciens amis de ma promotion. Et ça a duré des années comme ça. Après, j'ai commencé à travailler en tant qu'acteur au cinéma et à la télévision, donc dans des téléfilms, même des séries, et d'autres pièces que surtout la 2e chaîne marocaine 2M a capté. Donc, ça a donné une visibilité ça m'a donné une visibilité au niveau professionnel. Donc, les gens, je deviens repérable en tant que comédien. Après, on a fait appel à moi dans pas mal de films avec des premiers rôles. Et cette expérience devant caméra m'a donné envie, mais ça a pris du temps quand même.
Moi, j'ai commencé à travailler en 95, 94, 95 du siècle dernier. Et, on en fait partie. On en fait partie. et, et donc, j'ai fait mon premier cours en 2005. Et j'ai hésité quand même. J'ai hésité parce que je me suis dit, si je passe derrière caméra, est-ce que... Voilà, c'est pas ça m'inquiétait, mais j'hésitais parce que je voulais pas avoir plusieurs casquettes à la fois. Comédien, metteur en scène de théâtre, réalisateur. Mais à un moment, voilà, j'ai senti que j'ai un désir d'expérimenter une autre façon de s'exprimer, qui est tout à fait différente du théâtre ou du jeu sur scène. Donc, j'ai fait mon premier cours, La jeune femme et l'ascenseur, qui est un viol à l'envers. Donc, où on croit voir une femme qui va être violée dans un ascenseur et finalement c'est elle. Mais c'est une parodie, c'est une façon de et après j'ai fait La jeune femme et l'instit et La jeune femme et l'école. Et donc ces trois expériences m'ont donné envie, de passer au long et donc il y avait un ami qui s'appelle Omar Sari qui m'a proposé donc un traitement ça s'appelait à l'époque Andalousie suite et fin et qui est devenu qu'on a co-écrit ensemble et qui est devenu Andalousie mon amour. Voilà, donc c'est comme ça que je suis venu au fond à la réalisation. Et est-ce que lorsque tu as commencé à faire des films, donc à partir de 2005 avec cette fausse trilogie, entre parenthèses, est-ce que tu as mis de côté le théâtre ou tu y reviens de temps en temps? Non, j'ai continué à l'époque. Ma dernière création date de 2007. Voilà, de 2007 que j'ai fait tourner pendant, je crois, 2 ans. Le théâtre s'est arrêté avec Andalousie, avec la recherche des financements, ça veut dire 2009-2010. 2009, j'ai arrêté le théâtre. Et surtout, j'avais un projet, j'avais plus envie de faire, je voulais attaquer le répertoire, j'avais plus envie de faire des pièces à 4-5 personnages parce que c'est léger, parce que ça permet de faire tourner la pièce facilement au Maroc. Et j'avais comme projet à l'époque une pièce de Saad Laouanous, Toqos Isharat wa Tahawulat en arabe, Rituel pour une métamorphose, la traduction française. J'ai avancé au niveau des financements. C'est une pièce qui demande une quinzaine d'artistes sur scène. Et j'avais demandé les financements et ça m'a été refusé alors que j'avais déjà une partie des financements côté français, parce que c'est une pièce qui allait tourner avec le surtitrage en français. Et malheureusement, ça m'a été refusé pour quelque chose de vraiment de banal. Des fois, je trouve que ça mérite même pas de dire pourquoi. et c'était comme un coup. Et le fait de donner tout mon temps à la préparation, le financement et la préparation de mon premier long, ça m'a un petit peu éloigné du théâtre. J'ai vraiment envie de retourner, mais pour l'instant, je n'ai pas assez de temps. Ou alors il faut que quelqu'un d'autre s'occupe de tout ce qui est lié à la production ou à la diffusion, parce que franchement, je n'ai pas le temps de faire toutes ces choses-là, parce que quand on monte une pièce au Maroc, il faut vraiment s'en occuper de l'idée à la diffusion, et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Pardonne-moi cette question un peu fourre-tout, mais est-ce qu'il est plus difficile de monter une pièce de théâtre ou de faire un film?
ça demande le même effort, même énergie. Économiquement parlant, c'est plus facile une pièce de théâtre. On est dans, ça dépend du nombre de personnages, où ça se passe, si on a du soutien ou pas. Mais c'est le budget par rapport à le budget d'un film, c'est vraiment dérisoire. Alors après, c'est la diffusion qui donne. Et c'est devenu aussi difficile de faire tourner les pièces par rapport au public, par rapport. Donc, en revanche, le film, dès que c'est fait, c'est le contraire, parce que le théâtre, c'est éphémère et chaque représentation ne ressemble pas à une autre. Et des fois, si on n'a pas tout, parce qu'il m'est arrivé d'arrêter, par exemple, des tournées parce que tel ou tel acteur, il a un tournage, ou surtout pendant la période juste avant le Ramadan, parce qu'il y a beaucoup de tournages, et donc tous les acteurs, parce que c'est là où ils gagnent réellement leur vie, et donc des fois... donc même au Maroc. Même au Maroc. Oui, parce que c'est la même chose. Tu sais pourquoi? Parce que je pense à l'Algérie. Mais je pense à l'Algérie parce que l'Algérie n'a pas d'industrie du cinéma en Algérie. Et donc, comme au Maroc, vous en avez, pardon, cette manière de parler, mais il y a une industrie du cinéma, si je me trompe pas, au Maroc, à savoir que il y a des films qui sortent, il y a des billets, il y a des voilà. Oui. Alors qu'en Algérie, ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça qu'en Algérie, effectivement, 2-3 mois avant la période du Ramadan, d'ailleurs, aujourd'hui, on est en plein Ramadan, c'est très, voilà. Et les comédiennes et comédiens, mais aussi des réalisateurs, c'est la période la plus importante pour eux parce qu'ils savent qu'ils peuvent travailler. Voilà, c'est pour ça que je disais, même au Maroc, j'étais aussi étonné parce que. Oui, la télé n'a rien à voir avec le cinéma, et c'est vrai. Même les tournages, les cinéastes évitent cette période-là, parce qu'on ne trouve plus de techniciens et d'acteurs. Tout le monde travaille parce que les cachets sont beaucoup plus intéressants pour tout le monde. Et voilà, ou alors il faut réserver les techniciens bien avant. Donc c'est le théâtre, oui, j'ai vraiment envie de retourner. J'ai des projets qui sont là, qui attendent une production. Et voilà, mais c'est vrai, tout mon temps maintenant est donné au cinéma et à la fois production et réalisation. Ouais. Alors avant qu'on parle du sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le film Les Femmes du Pavillon J, qui sort donc le 11 mai, je le rappelle, je voudrais juste revenir sur l'expérience court-métragiste. La jeune femme et l'ascenseur en 2005, La jeune femme et l'instit en 2007 et La jeune femme et l'école en 2009. De ces 3 films-là, de ces 3 courts-métrages, qu'est-ce que tu as appris qu'il ne fallait plus faire? Même maintenant pour les longs, j'apprends toujours. Même maintenant, j'apprends toujours. Tu sais, ça dépend. Quand on travaille dans des bonnes conditions, au niveau de l'organisation, pas financière, mais au niveau avoir le temps d'installer ces séquences, c'est un luxe. Voilà. Mais quand on travaille dans l'urgence, il y a toujours des déceptions après un tournage. Et personnellement, quand je regarde le film en public la première fois, la deuxième, la troisième fois, à partir de la troisième fois et plus, je ne vois que les déceptions. Je ne vois que les choses qui ne marchent pas. Je ne vois que les trous, que les défauts, que et si j'ai fait autrement, et si j'avais telle ou telle chose. Et voilà. Donc, il n'y a que des si. Et ça, c'est frustrant. Voilà. Donc, oui, on apprend. Ce que j'ai appris à travailler vite par rapport à notre économie. J'ai appris à très bien préparer, parce que pour moi, 70%, pour ne pas dire 60%, 70% d'un tournage, c'est la préparation. La préparation, on peut l'entamer avec un petit groupe et ça nous fait gagner beaucoup de temps pendant le tournage. Et voilà, on peut...
c'est très compliqué et aucun film ne ressemble à un autre parce qu'on ne tourne pas dans les mêmes villes, parce qu'on ne tourne pas avec les mêmes acteurs, parce qu'on ne tourne pas avec la même équipe, quoique moi je suis resté fidèle à quelques postes de chef que j'ai envie de continuer parce qu'il y a une complicité, parce qu'on aime les mêmes choses, parce que voilà. Donc c'est pas évident, mais on apprend. À chaque expérience, on apprend sur le tas, mais c'est la meilleure école, hein, apprendre sur le tas. Quand on s'est connu via ton deuxième court-métrage, le cinéma marocain vivait vraiment une période très importante au niveau de son industrie. Il s'avère que depuis 2-3 ans, c'est vrai que j'ai peu de nouvelles. Enfin, j'en ai pas vraiment cherché. Aujourd'hui, en 2022, qu'en est-il de cet état des lieux de l'industrie du cinéma marocain? Est-ce qu'il est toujours aussi important, florissant, ou est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Il y a la pandémie qui est passée par là, donc depuis à peu près 2 ans, ça a repris les tournages. Nos films existent grâce au fonds d'aide. Il faut l'avouer parce que on peut pas être une destination de tournage et ne pas créer d'image. Donc c'est ça donc c'est vraiment une volonté politique de pouvoir créer nos propres images. Donc il y a un fonds d'aide, il y a une avance sur recette adaptée de l'avance sur recette en France. Oui. Il y a 3 sessions par an. Il y a une quinzaine de films longs métrages soutenus, une moyenne de 15 longs métrages soutenus par an. 15 films, 15 longs métrages qui sortent, 15 à 18 qui sortent au Maroc chaque année. Chaque année, c'est plus. Il y a d'autres qui sont autoproduits, mais qui bénéficient de l'avance sur recette, de l'aide après production. Donc, chaque année, on est entre 20 et 25 longs métrages et une soixantaine de courts métrages. Ouais. Malheureusement, on a c'est pour cela que je parle pas d'industrie chez nous parce que le problème, c'est la diffusion. C'est la diffusion et c'est la vente à l'international. C'est ça ce qui, des fois, et la majorité de nos producteurs, ce sont des réalisateurs. C'est comme voilà, dans mon cas, ce sont des réalisateurs producteurs ou leurs propres producteurs. Et des fois, ils ont besoin d'accompagnement pour pouvoir diffuser leurs films. Donc, il y a des très beaux films qui ne quittent pas le Maroc. Des très beaux, franchement, 4-5 films marocains qui se distinguent, mais qu'on ne les voit pas. Quand je dis qu'on ne les voit pas, à l'extérieur du Maroc, dans des grands festivals, parce qu'ils n'ont pas pu avoir un vendeur international, ou parce que, voilà, pour plusieurs raisons. Et à mon avis, il nous faut au Maroc. En tout cas, ça manque une structure qui s'occupe de la diffusion ou de la promotion du film marocain à l'international, une sorte de Unifrance ou une association de promotion du film marocain. Bon, le Centre cinématographique marocain fait un très bon travail, mais ça manquait cette partie de l'industrie, c'est la diffusion. Plus la diffusion au Maroc, on manquait aussi de salles, d'écrans. Donc, il y a beaucoup de villes, par exemple, la ville d'Oujda, qui est une ville de 400 ou 500 000 habitants, toutes les salles, ils sont fermées. Toutes les salles, ils sont fermées. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la pandémie ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. C'est les propriétaires, ils ferment parce que les héritiers ne veulent plus, parce que c'est plus rentable, parce qu'il faut investir. Ce qui marche maintenant, c'est les multiplex, alors qu'il y a des aides. Le Maroc aide beaucoup la transformation des salles en plusieurs écrans. Par exemple, la majorité des salles de quartier, je prends le cas de Casablanca, il y a des salles de 800 places, de 1000 places. Ce n'est plus, ça rentre plus dans
dans la diffusion actuelle. Donc, il faut des salles entre 150 et 350 places ou 400. Et il y a des aides. Il y a pas mal de salles transformées. Mais c'est que dans des grandes villes. Et beaucoup de... Mais là, je crois, le ministère de la Culture est en train de préparer un plan pour pouvoir équiper les centres culturels, même dans des petites villes, en lecteurs de DCP pour pouvoir faire des projections dans des centres culturels. Ou alors les films sortent dans des complexes culturels là où se trouve au Maroc. Il y a combien de salles de cinéma approximativement sur le territoire marocain? On peut parler d'écrans plus que de salles. Il y a beaucoup de salles fermées. Hein. Il y a beaucoup de salles fermées. Et il y a à peu près entre 60 et 70 écrans. Il y a des multiplexes en construction qui vont ouvrir dans 2-3 ans. Il y a deux multiplexes maintenant. Il y a le Mégarama qui existe à Marrakech, Casablanca, Fès, Rabat, Tanger. Il y a Ciné Atlas, c'est un exploitant et distributeur français qui a acheté pas mal de salles de quartier qui sont des monuments, qui sont classés d'ailleurs, et qui les a transformés en plusieurs écrans. Donc à Rabat, à Il Jadida, à Casa, maintenant ils ont un multiplex, et ça continue dans d'autres villes. Et c'est très bien parce qu'il y a des aides. Malheureusement, il n'y a pas d'investisseurs marocains sur place, alors qu'il y a un soutien de l'État pour promouvoir le cinéma en général. Production, équipement des salles, et transformation des salles, et aussi diffusion. Toi, ton film, les femmes du pavillon J, sort en France donc le 11 mai, mais au Maroc, est-ce qu'il est déjà sorti? Il est sorti au Maroc. Et dans combien d'écrans il a été vu dans combien d'écrans? Sur combien d'écrans? Il était dans la majorité des salles, sauf que comme les salles ils étaient fermés au Maroc, donc les salles sont ouvertes au mois de juin. Donc il y avait la queue. Donc beaucoup de films qui attendent depuis 2 ans. Il y a une autoroute. Oui. Donc ils ont fait 2 semaines pour chaque film. Et des fois parce que on peut pas sortir plusieurs films marocains dans une seule semaine. Donc, et pas les 4 séances par jour dans les multiplexes. Donc, c'était que 2 séances pour pouvoir donner les 2 autres séances à d'autres films. Donc, c'était une sortie, voilà, avec des conditions, mais c'était une sortie satisfaisante parce qu'il fallait que le film sorte, parce que le film était diffusé pour la première fois en avant-première mondiale au Festival du Caire au mois de novembre, le 27 novembre 2019. Alors, il est sorti en novembre 2021, donc ça a pris du temps. Et il fallait aussi le sortir pour pouvoir défendre le prochain devant la commission. Donc c'est ça qui... Et je ne pouvais pas attendre, parce que si j'avais lâché la date du 17 novembre, alors il fallait après le sortir au printemps maintenant, et ça va repousser aussi mon prochain projet à une autre date, alors que voilà, j'ai besoin d'avancer. J'imagine. Les femmes du pavillon J qui sort le 11 mai. C'est quoi exactement le pavillon J? Alors, le pavillon J, c'est un lieu, un quartier particulier pour des patientes
souffrant de dépression aiguë dans un hôpital à Casablanca. Voilà. C'est ça. Et, et pour moi, c'est carrément un personnage dans le film, parce que grâce à ce lieu, les personnages se sentent protégés. Et à l'extérieur de ce lieu, les personnages, je parle des femmes, soit ils sont en danger, soit ils deviennent un danger. Donc voilà, c'est pour cela que c'est un espace très important dans le film, d'où sa présence dans le titre du film. Ouais. Et c'est aussi ça, ouais, ça, on est dans l'ambiguïté aussi, on ne sait pas si c'est dans un hôpital ou dans une prison, voilà, donc ça laisse aussi, ça laisse ouvert. Oui, mais c'est pour ça que le film démarre sur ça, c'est que elles ont j'ai envie de te dire, elles sortent assez pas librement, mais elles ont une facilité pour sortir aussi de cet endroit, parce que elles sont aidées par une infirmière qui elle aussi a une histoire qui est particulière. Mais avant de parler de tout cela, je voudrais juste savoir qu'est-ce qui t'a autant Andalousie, mon amour, si je me souviens bien, était un film qui était majoritairement constitué de personnages masculins, si je me trompe pas, et dans les pavillons, là on est effectivement, c'est pratiquement que des femmes, à part quelques hommes, mais l'histoire est vraiment axée autour d'histoires de personnages féminins. Qu'est-ce qui, à un moment ou à un autre, t'a donné l'envie d'écrire cette histoire que tu as écrit aussi avec l'actrice Asma El Hadrami, qui joue d'ailleurs dans le film? Qu'est-ce qui a fait que tu te sois intéressé à cela? L'envie de retourner au sujet de mes cours, parce que Andalousie, ça a été proposé comme j'ai dit, par un ami, l'idée que j'ai trouvée très originale et que j'ai trouvé que on peut en faire une comédie à l'italienne. Donc, alors que là, je visitais, j'ai rendu visite à un membre de la famille de ma femme qui était hospitalisé dans un pavillon psychiatrique, et ça m'a, je trouvais que j'avais pas une connaissance sur la maladie, sur la dépression, et j'ai trouvé que le lieu pas assez sombre, alors que j'imaginais quelque chose quand j'ai rendu visite à cette personne, et j'ai trouvé qu'il y avait pas une ambiance, mais voilà, que les gens n'avaient pas l'air d'être malades, alors qu'ils passaient par une souffrance psychique. Et je me suis documenté. Après, il y a Asma aussi, parce que Asma, c'est mon épouse, et il insistait pour que je puisse écrire ou alors respecter, contrairement à Andalousie, écrire pour des rôles de femmes. Et donc, on a trouvé le lieu. Le lieu était le départ. Aussi, il y a le lieu, il y a la situation des femmes au Maroc, ou au Maghreb en général. Donc pour moi, le Maroc s'obstine la société marocaine s'obstine à avancer, mais sans ces femmes, alors que ça donne l'impression que ça boite ou que ça n'avance pas. Et pour moi, c'était l'occasion, dans un espace particulier comme celui d'un pavillon psychiatrique, raconter des histoires où beaucoup de femmes peuvent s'y retrouver. Donc c'était ça l'idée au début. Alors les histoires, ils sont venues après. On s'est inspiré de faits réels, on s'est inspiré d'histoires autour de nous qu'on a essayé de rendre fictif.
Mais comment faire pour ne pas, lorsqu'on attaque frontalement cette situation qui malheureusement perdure depuis je ne sais combien d'années, à savoir la manière qu'ont les hommes, pas en général, mais la manière qu'ont les hommes dans les pays du Maghreb de voir les femmes, comment questionner cela, comment faire en sorte de ne pas tomber dans une espèce de schématisme, à savoir tous les hommes sont pourris, enfin, tu vois, comment faire en sorte de ne pas trop sombrer dans l'émotion et qu'il y ait toujours une manière de réflexion pour le spectateur ou la spectatrice qui va regarder ton film. Comment vous avez travaillé ce scénario-là? Bah, premièrement, je me suis dit dès le début que ça ne va pas être un film contre les hommes. Voilà. Ça va être un film sur les femmes, mais pas un film contre les hommes. C'est pour cela que dans les histoires, parce qu'ils sont plusieurs histoires, il y a 4 personnages, donc il y a 4 histoires. Donc il y a des c'est plus un film sur l'amitié ou alors un film sur la trahison quand sa trahison vient des personnes proches, un mari ou alors une mère. Quand une trahison vient d'une mère, c'est atroce, surtout pour une jeune femme ou alors une jeune fille de 18 ans. Donc, c'était pas évident. Asma El-Hadrami était d'une grande utilité parce que les gens, quand ils voient le film, disent on a l'impression que c'est réalisé par une femme. Oui, c'est réalisé par un homme, mais j'étais quand même accompagné dans l'écriture du scénario. Et c'est aussi parce que depuis mon enfance, j'étais entouré par des femmes. Donc, mes sœurs, ma mère, et j'ai un respect, un grand respect. Et pour moi, chez nous, si on veut avancer, il faut avancer les hommes et les femmes côte à côte, sinon on n'avancera pas. Donc il y a tout ça, il y a un mélange de beaucoup de choses qui a fait que j'ai veillé à ce qu'il y ait un équilibre par rapport à ce que je raconte. Voilà, que je ne sois pas excessive et que je ne sois pas à la fois, et que je m'écoutais. Voilà, je m'écoutais et des fois ça me dépasse. Je contrôlais plus Qu'est-ce que tu ne contrôlais plus? Mes personnages, ils m'échappent des fois ils t'échappent. Mais pourquoi tu veux contrôler, pourquoi tu veux maîtriser des personnages féminins alors que le sujet du film parle du fait que… c'est ça, c'est que leur volonté est au-delà de… Parce que moi, je parle techniquement. Voilà, j'essaye de respecter des fois au niveau de l'écriture. Voilà, j'essaye… Mais des fois, tes personnages t'échappent. Et dans le bon sens. Donc, au début, il n'y avait pas. Au début, c'était un drame. Il n'y avait pas ces escapades. Donc, et c'est grâce à Asma qu'il y avait cette fête foraine au milieu au début, il était au milieu du film. Une seule escapade alors que c'est devenu à l'ouverture. Voilà. Et l'écriture, c'est vraiment un moment très, très important dans l'élaboration d'un film. Il y avait, surtout à 2, parce que je vais continuer à travailler à 2 ou même à 3, parce que je trouve que c'est très important de coécrire. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et voilà, c'était pas évident. Et surtout quand on travaille sur un film choral, quand on veut aussi que ça soit équilibré entre les personnages, qu'il n'y a pas un premier rôle, mais qu'il y a des rôles importants.
ça aussi, c'est pas évident. Donc, ça... Et puis, il y a des ajustements pendant le tournage, à table, pendant la préparation, parce que je prépare mes films comme au théâtre. Donc, je fais des italiennes, je ramène mes actrices dans les lieux de tournage, je fais des lectures à haute voix avec elles dans les décors. Et tout ça, ça nourrit ma mise en scène, ça nourrit leur jeu. Voilà, on commence par une mise en bouche pour passer après à une mise en espace et une réalisation. Et tout ça participe à cet équilibre dans le film. Comment as-tu travaillé, pour le coup, ta mise en scène? Parce que je te pose cette question parce que j'ai remarqué dans ce film que très souvent tu utilisais le chant contre chant. En tout cas, c'est un langage que tu utilises très souvent dans ce film. Et donc très souvent, les personnages ne sont pas forcément dans le même cadre quand ils dialoguent entre eux, ou alors à de très rares exceptions. Mais par exemple, je pense à une des dernières séquences où c'est Ibtissam qui donc annonce au médecin, qui est d'ailleurs joué par un comédien que nous connaissons très bien, c'est-à-dire toi, et qui d'ailleurs, tu t'es donné pratiquement le beau rôle de... Mais je trouve que c'est normal, tu as raison. Et en tout cas, c'est important que c'est toi le médecin, parce qu'en tout cas, tu écoutes. Et tu les écoutes parler. Mais Ibtissam, donc, vient te voir pour te dire, c'est bon, je vais partir, parce que au début du film, tu lui dis que normalement, elle doit partir, elle n'a plus à rester là. On a fait le tour de la question et elle veut rester encore. Et à la fin du film, elle dit, je peux partir. Et là, ce moment-là, ils ne sont pas forcément dans le même cadre. Il y a un chant contre chant. Et je me posais la question, tiens, est-ce que, alors peut-être que je me trompe, mais est-ce que le chant contre chant chez toi était un moment, partie intégrante de cette mise en scène pour pouvoir attaquer frontalement cette question-là? Pas tout le temps, pas tout le temps. Juste un mot sur, je devais pas jouer dans le film. Ah, d'accord. Juste, j'ouvre la parenthèse. C'est un ami qui devait faire le rôle. C'est le réalisateur et acteur marocain Jilali Farhati qui devait faire le médecin, mais ça n'a pas été. Une petite semaine avant le tournage, il ne pouvait pas être parmi nous. Et puis, l'équipe, Asma, mon assistant, tout le monde m'a dit, vas-y, fais-le, c'est encore mieux que c'est le réalisateur qui joue ce rôle-là. Et puis, voilà, donc je me suis lancé et je ne le regrette pas. Alors, le chant contre chant, si vous avez remarqué, le chant contre chant, c'est souvent dans des petits décors. Ça veut dire soit le bureau, soit la chambre, et il y avait plusieurs personnages. Donc c'est là où il y avait, si on prend d'autres, si on prend quand ils sont à l'extérieur, il n'y a pas forcément un chant. Il y avait même, par exemple, dans les douches, c'est carrément un plan séquence. C'est juste, je donne c'est un plan séquence de la sortie jusqu'à la fin c'est un plan séquence. Donc, mais j'étais obligé, comme j'ai dit, on travaille dans l'urgence. Et j'ai fait le choix de tourner avec 2 caméras dans ces lieux-là. Voilà. Donc pour avoir aussi une qualité au niveau du jeu, parce que quand on a 2 caméras, les 2 acteurs, ils sont là. Donc, et voilà, donc il y avait pas, c'était pas un choix voulu, c'était un choix, voilà, qui arrange à la fois la production et la réalisation. Ouais. Est-ce que, bien évidemment, on pense au Maroc, vu que c'est un film marocain, l'histoire se situe au Maroc, mais est-ce que il y avait aussi peut-être cette envie d'universaliser aussi la situation des femmes
et de dire que ça peut aussi, le fait que ça se situe dans une espèce, comme tu l'as dit, on ne sait pas si c'est un centre de soins psychiatriques ou si c'est une prison ou si c'est autre chose parce que le temps est complètement suspendu. Est-ce que ça peut donner aussi peut-être une connexion avec d'autres pays, pas forcément du Maghreb, hein, mais d'autres pays? Ben, c'est les retours et les réactions que j'ai en présentant le film en France ou ailleurs, hein. Les gens disent tout ce qui raconte le film nous touche et on le vit autour de nous. Perdre une personne proche, ça touche tout le monde. Être trahi par les proches, ça touche tout le monde. L'inceste, on le trouve dans toutes les sociétés. Voilà, donc et en plus, inscrire le film dans une métropole comme Casablanca, avec ces plans qui ressemblent à une ville qui ressemble à toutes les villes méditerranéennes, donc ça peut être Marseille, ça peut être Naples, ça peut être Alger. Donc effectivement, oui, c'est un film marocain, mais qui a une dimension, pour ne pas dire internationale, mais au moins méditerranéenne. Ouais. Au moins méditerranéenne, ouais, exactement. Comment écrire à deux, et surtout quand tu écris avec quelqu'un qui est extrêmement proche de toi? Ça, c'est une question qui m'intéresse énormément. Alors, on écrit pas forcément tous les deux, hein, à table. Chacun écrit avec une couleur dans son coin, voilà. Et l'un écrit en bleu, l'autre en vert ou en rouge, et on voit chacun l'apport de chacun de nous. Et puis on est d'accord, pas d'accord, et ce qui était bien entre nous, je parle de l'expérience avec Esma, comme on est tous les deux de formation, comédiens de formation, donc chacun tire, parce que il y avait, dans une ancienne version, il y avait un personnage que je voulais faire, c'est le flic, qui devenait un petit rôle, mais avant c'était un rôle important, et qui tirait le film vers la légèreté, vers la comédie. Et Asma n'arrêtait pas de me dire « Arrête de développer ce rôle. » Oui, concentre-toi. C'est vrai qu'il est bizarre ce film, pardon de t'interrompre, parce qu'on sent qu'il y a un autre film qui est en train de se faire, et quand donc l'infirmière lui dit un peu de se calmer, j'ai l'impression que le film est en train de lui dire de se calmer aussi, parce qu'on a l'impression qu'il y a un autre film qui va commencer. Hein, oui. Ou alors qui était là, mais qu'on a pas censuré, mais qu'on a sucré. Donc il est bizarre ce personnage, exactement. C'est ta frustration en fait. Ce personnage, c'est la frustration. Oui, mais avant, je peux parler de ça. Avant, il y avait carrément une enquête dans ce pavillon. Donc ce mec, il venait carrément pour une enquête concernant l'accident de l'infirmière, la gardienne. Il vient. Et voilà, et il se passait carrément pour un psy, et on comprend à la fin qu'il était un des patients du docteur Saadi, donc c'est pour cela qu'il a laissé mener ces interrogatoires comme sous forme de séance. mais bon, ça a été, voilà, je regrette rien. J'aime bien le film comme il est, et donc Asma et les membres de la commission du Fonds d'aide m'avaient poussé à faire un choix au niveau du genre. Soit c'est une comédie, et pour eux, ils n'arrivaient pas à concevoir ça, soit un drame avec... Bon, moi, je suis resté sur un drame psychosocial, mais aéré par des situations, des séquences drôles. Voilà. Oui, il y a des moments quand même où il y a une forme de fantaisie, en tout cas. Les femmes du pavillon J, le film sort donc le 11 mai.
Il est signé Mohamed Nadif. C'est un film marocain et c'est toujours important d'avoir des nouvelles aussi un peu de d'autres pays. Et je vous invite donc fortement à aller le voir. Et je remercie encore Thierry Vidot, bien évidemment, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Dernière question et après je te laisse tranquille, tranquille Mohamed. Est-ce que, si j'ai bien... je pense que tu es en train de travailler sur un autre film. Est-ce que tu vas toujours être dans une espèce de radiographie comme ça de la société marocaine à travers un registre plus léger, comme dans Andalousie par exemple? Le projet qui vient d'avoir l'avance sur recette au Maroc, c'est juste pour que je donne l'information, c'est un projet, c'est une adaptation. C'est la première fois que je travaille sur un roman. C'est une adaptation d'un roman d'une Marocaine qui s'appelle Fatiha Mourchid. C'est un roman en arabe intitulé Inayat al-Raghba, Désir émancipé ou Désir affranchi. Et c'est un scénario co-signé avec Olivier Cosmac, un ami que j'ai, réalisateur et scénariste français que j'ai coproduit. J'ai coproduit son dernier long, Nomade. Et voilà, donc il y a moins d'un mois, le projet a eu l'avance sur recette au Maroc. Donc c'est un très bon départ pour le financement. C'est un film, cette fois-ci, qui a une dimension internationale. Je peux parler d'un drame, donc, mais il y a toujours des séquences ou des moments de légèreté ou de fantaisie qui allègent un petit peu l'histoire. Donc c'est un tournage, c'est un film qui a une dimension internationale par le tournage, parce que ça se passe au Maroc et au Canada, par l'histoire, parce que c'est une histoire d'actualité, et par aussi le casting, parce que c'est un casting qui a aussi une dimension internationale. Voilà. On n'en dira pas plus, en tout cas, soyons. Et le titre, c'est L'héritier des secrets. Voilà. L'héritier des secrets. Bon. Merci beaucoup, Mohamed. Je rappelle le film Les femmes du pavillon J à partir du 11 mai, dans quelques salles de cinéma en tout cas. Et si vous avez la possibilité d'y aller, faites-le. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. C'était un plaisir en tout cas de renouer le dialogue avec toi. Et longue vie à ton film. Merci, c'est gentil. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions,